À la une, la Journée internationale de la femme, la célébration officielle en Côte d'Ivoire a eu lieu en présence de la première dame, du chef de l'État, la déclaration du gouvernement dans ce journal et des témoignages de femmes qui se battent au quotidien pour améliorer leurs conditions. Obsèques du roi des Baoulés à Sakassou, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien et le président du PDCI-RDA ont pris part au dernier hommage de la nation à Nana Kwaku Anouglé III. Élection présidentielle au Bénin, le chef du gouvernement sortant Lionel Zinsou, crédité de 28,44% des voix, et l'homme d'affaires Patrice Talon avec 24,80%. Ce sont les deux candidats à se retrouver au second tour. Mardi 8 mars 2016, aujourd'hui c'est la Journée internationale de la femme. Bonjour à vous toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le journal. Un des concepts phares de cette Journée internationale de la femme, le principe de la parité. Il vise à lutter contre les disparités hommes-femmes en termes de représentativité et aussi de rémunération. Nous y reviendrons après un détour à Sakassou, dans le centre de la Côte d'Ivoire, où le chef de l'État était hier lundi, avec d'autres personnalités, notamment le président du PDCI-RDA. Il a pris part à l'ultime hommage de la nation à Sa Majesté Nana Kwaku Anouglé III, 12e roi des Baoulés, peuple du centre du pays. Viviane Aïma. Le roi a eu mal aux pieds et le mal s'est étendu à tout son corps. C'est la formule consacrée pour annoncer le décès de Sa Majesté Nana Kwaku Anouglé III, 12e roi des Baoulés. La nouvelle est relayée par le battement du klinkli, le tambour parleur de la cour royale du Walebo, et par le son des olifants. Sensible à ce deuil qui frappe l'ensemble du grand groupe baoulé, le président de la République Alassane Ouattara, qu'accompagnait son aîné le président Henri Konan Bédié, lui-même illustre fils du groupe baoulé, est venu ce lundi 7 mars à la cour royale de Sakassou témoigner sa compassion à la famille du défunt roi. Choisi pour être le porte-parole du président de la République en cette circonstance, le ministre Maurice Kakou Bandama, également fils de l'ethnie baoulé, a présenté, selon les procédures d'usage, les condoléances du président de la République à la famille et lui a remis le don, en cette circonstance, du chef de l'État, composé de pagnes traditionnelles, de cartons de liqueur gin, d'une enveloppe d'un montant de 15 millions de francs. La famille du roi défunt a remercié le président de la République pour sa présence à ses côtés et sa participation à ce deuil qui la frappe. Avant de quitter la cour royale, le président de la République, accompagné par son aîné, est allé s'incliner sur la tombe du roi, enterré dans la cour royale, pour y déposer une couronne de fleurs. Quittant la cour royale, le président de la République s'est rendu au lieu de la place royale, située à quelques 800 mètres, pour prendre part à la cérémonie officielle des funérailles de Sa Majesté Nana Kwaku Anouglé III, 12e roi des Baoulés. Venus également prendre part à ces funérailles des centaines de têtes couronnées, des rois et chefs traditionnels de toute la Côte d'Ivoire et même de l'étranger. Une importante délégation de 54 membres venus au nom du roi des Ashanti, Osei Tutu II. Délégation de 52 personnes venues au nom du Moronaba du Burkina Faso. Délégation venue au nom du chef des Tchokosi du Togo. La cérémonie a démarré par une procession funéraire d'hommes et de femmes pour dire Yako et merci à toutes les personnalités et personnes venues témoigner leur compassion. Le masque Goli a été sorti pour un dernier hommage au roi. Le président du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Nanan Désiré Amontanoé, a adressé les remerciements des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire au président de la République Alassane Ouattara et à son aîné, le président Henri Konan Bédié, ainsi qu'aux délégations venues de l'étranger. Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République. Excellence, Monsieur le président Henri Konan Bédié. Le réconfort qu'apporte
votre présence et les marques de compassion qui ont jalonné toutes les étapes de l'organisation de ces obsèques, nous vous redisons merci et Yako. Merci frères du Burkina Faso, merci frères du Ghana, merci frères du Togo. La Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire est émue par votre geste. Elle s'engage par ma voix, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre de notre pays, à entretenir la flamme que vous avez allumée et saura, dans les temps à venir, démontrer sa disponibilité, sa fraternité, son amour pour tous les peuples frères de la sous-région. Le porte-parole des cadres et des populations du royaume du Walébo a rappelé l'unicité du peuple baoulé autour du siège royal établi à Sakassou, tout en soulignant les qualités de ce 12e roi de tous les baoulés qui n'est plus. Il est le fils de Kwasi Kwame Di Kokoni, chef de village de Kwasi Kwame Kro, et le petit-fils de Gbangbo Kwasi Kwame, grand chef de la tribu des Abé Adjé de Mbayakro. Du côté de sa mère, il est le petit-fils d'Anoumbé Akissi, fille aînée de Nana Kwakwa Anoumbé II, 10e roi des Baoulés. Nana Anoumbé III est donc un roi prédestiné, puisqu'il tient son trône de la lignée maternelle royale. Né le 23 mars 1943 à Bouaké, Nana Kwakwa Anoumbé III fait ses études primaires dans cette ville, puis le cours normal avant de partir pour Bingerville, où il décroche son diplôme secondaire du premier cycle. Il fréquente ensuite le lycée Clati d'Abidjan, où il achève ses études secondaires. Il débute sa carrière professionnelle comme enseignant à Bassam. Quelque temps après, il décide d'aller poursuivre ses études en Europe, en passant par la France pour arriver en Suisse, où il termine ses études à l'école de commerce de Lausanne. De retour en Côte d'Ivoire, c'est à l'Office des chargeurs maritimes qu'il reprend sa carrière professionnelle. De nouveau, il repart en France où il travaille d'abord à l'ambassade de Côte d'Ivoire et ensuite à la société Distripac. En 1980, à la demande de la notabilité de Walébo, il rentre en Côte d'Ivoire pour se consacrer à la chefferie traditionnelle. Le roi est mort, vive le roi. La continuité du trône sera assurée, a fait savoir le porte-parole des 41 chefs de canton baoulé, Nanan Ngoran Kofi II, qui a annoncé officiellement le nom du remplaçant du défunt roi. Le choix s'est porté sur une reine qui portera le nom de Motano. À titre posthume, le roi Nanan Anoublé III a été élevé à la dignité de commandeur dans l'ordre national. Sa médaille a été remise par la grande chancelière à son fils. Le dernier mot est revenu au porte-parole du président de la République, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, qui a présenté de façon solennelle les condoléances du président de la République à tout le peuple baoulé et ses remerciements aux délégations venues de l'étranger et à leurs rois respectifs, ainsi que son assentiment sur le choix du remplaçant du roi par respect de la coutume. Peuple éploré du royaume baoulé, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara et son épouse vous saluent. Le président de la République salue son aîné, le président Aimé Henri Konan Bédié, guide spirituel du peuple baoulé, et son épouse. Le président de la République et son épouse adressent au président Aimé Henri Konan Bédié, à son épouse, à la cour royale de Sakassou, au royaume et au peuple baoulé, leurs condoléances les plus sincères et les plus émues. Le président de la République adresse ses remerciements les plus chaleureux au roi et aux délégations venues des peuples frères du Ghana, du Burkina Faso, du Togo. Le président de la République remercie également tous les rois, chefs de canton, chefs de tribu, chefs de village venus de toutes les régions de notre pays
la Côte d'Ivoire. Le président de la République et son épouse s'inclinent avec piété et humilité devant l'auguste dépouille de notre roi, Nana Kwaku Anungwe III. En sa qualité de chef de l'État, il rend un hommage ému à l'illustre disparu pour les grands et loyaux services rendus au peuple baoulé et à la Côte d'Ivoire tout entière. Le porte-parole a annoncé plusieurs dons du président de la République aux rois et chefs traditionnels, aux chefs religieux et aux populations. 7 bœufs, 1 tonne de riz, 5 millions de francs pour les chefs cantons, 10 millions de francs pour les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, 10 millions de francs pour les rois et chefs venus de l'étranger, 2 millions de francs pour les chefs religieux, 1 million de francs pour les danses traditionnelles et les pleureuses. À la fin de la cérémonie, le président de la République est allé saluer et remercier personnellement les délégations venues de l'extérieur. Après cette cérémonie officielle, nos envoyés spéciaux à Sakassou ont recueilli à chaud des réactions. Nous vous en proposons quelques-unes. C'est une grande perte pour le pays et nous sommes venus accompagner les plus hautes autorités de ce pays pour apporter notre compassion à nos frères baoulés. Nous partageons tous ce deuil, puisque nous, c'est une faute du Nord, nous sommes en alliance avec le peuple baoulé, par notre grand-père Patrick Bon-Koulibaly et de Oufoué Boigny. Nous sommes des frères, des alliés. La dernière fois, nous sommes passés présenter les condoléances. Aujourd'hui, il fallait qu'on revienne rendre hommage à notre roi, notre frère qui nous a quittés. Il nous a quittés définitivement et par la grâce de Dieu, nous sommes tous unis. Nous allons tous prier Dieu pour qu'un bon remplaçant soit retrouvé. Nous sommes venus supporter les populations qui sont endeuillées et souhaiter que celle qui a été justement portée au trône ait une longue vie et une santé de fer pour conduire le peuple. C'est le souhait des rois qui, quand on vient de nommer les reines officiellement aujourd'hui, son souhait qu'il continue. Et puis Dieu n'a aussi qu'à ouvrir ses yeux pour choisir les bonnes personnalités en tant que roi. Pour que les rois qui viennent fassent la même chose, continuer ce qui Nana Anungwe a fait, pour que le peuple soit dans la joie, soit dans le développement, soit dans l'unité. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle du 8 mars a eu lieu ce matin à l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS. La première dame Dominique Ouattara et le premier ministre Daniel Kablan-Duncan y étaient, avec des centaines de femmes venues marquer d'une pierre blanche cette date importante dans la lutte contre les disparités hommes-femmes. Et en invité surprise à cette célébration, le chef de l'État venu manifester son soutien inconditionnel aux femmes. Autonomisation de la femme, défis et opportunités pour l'épanouissement de la famille, c'est le thème central de cette journée dédiée à la femme. Le message du gouvernement ivoirien avec Baraki Sabamba et Grace Kando. L'accès des femmes aux services sociaux de base, à la propriété foncière, aux sources de financement et à des emplois décents. Ce sont entre autres les défis que le ministère de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant entend relever à l'occasion de la 22e édition de la Journée internationale de la femme, dont le thème est « Autonomisation de la femme, défis et opportunités pour l'épanouissement de la famille ». La famille constitue le creuset naturel de l'épanouissement de tout être humain. Elle est aussi le baromètre du véritable développement de toute nation. Tant d'enfants seraient heureux s'ils avaient de véritables familles pour les accueillir et les accompagner sur le chemin de la vie. Tant d'hommes seraient plus sereins s'ils avaient à leur côté des femmes autonomes. La ministre Euphrasie Kwasi-Yao exhorte donc l'ensemble des Ivoiriens à prendre une part active dans la lutte pour l'autonomisation de la femme. J'en appelle alors à la mobilisation de tous, hommes et femmes, en faveur de cette cause. Car
Au moment où nous commémorons cet événement de grande importance qu'est la Journée internationale de la femme, nous avons la possibilité de rentrer dans l'histoire en nous engageant personnellement à faire vraiment bouger les lignes, chacun à son niveau. Ce rendez-vous annuel impose à tous de dresser un bilan des progrès réalisés en faveur des droits des femmes. Environ 9% de femmes sont des salariés, les autres sont dans l'informel ou tout simplement femmes au foyer. Que renferme cette notion de femme au foyer? Comment ces femmes qui n'ont pas d'activité génératrice de revenus se définissent-elles? Eugène Atoubé. Il y a les gens qui font rien, soit à la maison, matin jusqu'à le soir, leur mari vient les trouver. L'homme ne peut pas payer au courant, payer la maison, faire tout. Mais les enfants à l'école, en tant que moi je suis assis là, et que je peux faire quelque chose de mes 10 doigts pour l'aider. Dieu merci, je ne suis pas handicapé. Donc voilà pourquoi quand il fait jour, il sort. Petit qu'il gagne, il fait rentrer. De plus en plus aujourd'hui, la femme dans la société porte sur sa condition et son statut un regard amélioratif. Fini le temps où dans son foyer, elle était exclusivement soumise aux tâches ménagères et domestiques. En somme, la femme au foyer dans sa conception ancienne. C'est la femme qui est à la maison, qui élève ses enfants, qui s'occupe de ses enfants, qui fait à manger pour ses enfants et son mari, qui fait la lessive, qui fait la vaisselle, le repassage, etc. Ce sont des pesanteurs culturels qui font qu'il y a des travaux qui sont réservés. Sinon, en réalité, si vous deux vous travaillez, bon, chacun contribue à l'avancement du foyer selon ses capacités, que ce soit pour les travaux manuels, que ce soit pour le financement. Depuis bien longtemps, les femmes ne constituent plus une société en marge de celle des hommes. Aujourd'hui encore, le combat pour leur émancipation et leur autonomisation continue de porter ses fruits. Pour autant, elles ont encore une haute idée de leur rôle et devoir dans le foyer qu'elles tiennent. Mon travail ne m'empêche pas de m'occuper de mes enfants et de mon mari. Je m'assure, je fais tout pour que la nourriture soit. Même s'il n'y a pas, je m'arrange à faire des petits plats pour mettre au frigo. Pour que quand je parle, la nounou arrive à chauffer et lui donner. La femme est obligée d'aller aussi travailler parce que généralement, c'est pour compenser justement le manque du côté du monsieur. Mais si le monsieur arrive à s'occuper de tout avec son seul salaire, moi je ne trouve pas, c'est pas mauvais que la femme reste à la maison. Dans les milieux jeunes, l'expression femme au foyer a encore une connotation péjorative. Bien de jeunes filles étudiantes ou dans la vie active représentent négativement la femme au foyer. Parce que pour ces jeunes filles, être femme au foyer, c'est refuser l'émancipation, borner sa liberté et nier son indépendance. Bon, ma mère est en quelque sorte une femme au foyer et je vois un peu ce qu'elle vit avec nous. Quand je vois cette situation, ça me donne encore l'envie de me donner à l'école pour travailler, devenir indépendante. L'activité au foyer doit être reconnue. Mais il faut aujourd'hui comptabiliser ce travail qu'effectuent les femmes au foyer. Dans les questions de genre, on parle des 3 R. Il faut intégrer cela dans les éléments de croissance économique, dans les éléments d'apport de la femme à l'économie. Femme au foyer, l'expression dans sa conception actuelle jouit d'une image valorisante à l'honneur de toutes les femmes. Même si, pour l'heure, peu d'entre elles sont prêtes à se consacrer entièrement à leur foyer au détriment de leur activité professionnelle, comme on en voit aujourd'hui en Occident. Être chef de terre, c'est un titre inaccessible aux femmes. Dans la société traditionnelle, le chef de terre est celui à qui appartient la terre des ancêtres. Il vient après le chef du village et connaît tous les propriétaires terriens. C'est lui qui est habilité à régler les conflits fonciers. En pays d'An, à Glégouiné, c'est un village du département de Mans. Le chef de terre est une femme et c'est un cas exceptionnel. F. Boué est allé à sa rencontre. Un chef de terre, c'est quelqu'un ou bien quelqu'une qui connaît ce qui s'est passé sur la terre de ses parents, où tu existes. Depuis le canton Yati existait, il sait ce qui se passe et comment mon village est passé, tout ceci. Et effectivement, sa connaissance minutieuse de tous les propriétaires terriens et de l'histoire du village, ajoutée à cela d'autres qualités, lui ont valu d'être désigné chef de terre par l'ensemble de sa communauté. Elle motive les gens pour dire que allons, faisons ça. Elle est bien.
Parce qu'elle ne peut pas parler à une femme, elle ne peut pas à un garçon. La soixantaine révolue, elle a appris auprès de ses ancêtres qui ont tenu ce rôle de chef de terre. Prompte à réagir, rassembleuse, impartiale et patiente, Gaudezou Agnès tient donc de main de maître ce lopin de terre situé au pied du Mont Glais, et ce depuis 2013. Depuis qu'elle est venue à la tête du village, beaucoup de choses ont changé. Souvent, il y avait des litiges qui se terminaient à la gendarmerie, et il s'est arrêté. Elle règle ça au niveau du village. Et puis, c'est fini. Ces règlements en cas de litige ne souffrent d'aucun doute. Elles usent parfois des moyens originaux. Il y a certaines personnes qui s'enflamment plus que le feu. Mais il faut tout faire pour les maîtriser. Je me tais et te regarde faire. Ça ne va pas aujourd'hui, bon, je reporte ça. Ou souvent, quand ça ne va pas, je porte culotte. Tu t'en vas à se battre là. Tu me regardes, tu es fatigué, tu es découragé. Tu sais que tu ne peux pas te battre avec moi. Cette dame a apporté un plus à sa communauté, même au niveau des femmes. Avec l'encadrement de l'ONG Licolé, elle les a motivées et organisées en association villageoise d'épargne et de crédit. Elles seront plus autonomes en créant donc des activités génératrices de revenus. En attendant donc des lendemains meilleurs pour les femmes de Gléguné, Gaudezou Agnès, chef de terre adulé, tous les matins passe dans toutes les concessions, s'enquérir de l'état de santé de tous avant même de prendre son petit déjeuner. Une autre catégorie de femmes, les veuves, elles sont souvent dans des situations bien moins reluisantes, très souvent seules à faire face aux besoins des enfants et de la famille. Elles ont du mal à joindre les deux bouts. Doigt de Laser en a rencontré certaines, son reportage. Le petit commerce de pain et de bissap. Voici des activités que mène Solange Dioma pour prendre en charge ses enfants depuis le décès de son mari il y a environ 5 ans. Éducatrice de fonction, elle est obligée de diversifier ses sources de revenus pour joindre les deux bouts. Quand on est veuve, il ne faudrait pas prendre de grands risques. Il faut vendre des choses qui peuvent sortir facilement et vous amener à avoir de la monnaie dans la main. Après la mort du mari, on est déstabilisé sur tous les plans, que ce soit sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan financier. On ne se retrouve pas. Nous comptons sur Dieu et il nous donne la force d'éduquer nos enfants. C'est surtout le courage et l'espoir qui fait vivre une veuve qui a des enfants. Comme Solange Dioma, plusieurs femmes sont en situation de veuve en Côte d'Ivoire. Certaines avec à leur charge de nombreux enfants à scolariser. J'avais un enfant de 8 mois quand mon mari mourait. Donc depuis ce temps, je vis avec l'enfant sans aide, surtout pour la scolarité. C'est ça qui est difficile pour moi. Elle est en 4e et elle est dans une école privée. Vraiment, ça me coûte cher. Bon, je vais faire un commerce. Mais comment avoir un fonds pour commencer ce commerce? Partout où tu passes, les parents aussi disent que c'est dur. Bah, il m'a laissé 2 enfants sur les mains. Il y a un qui est au secondaire et l'autre primaire. Quand le mois finit, il faut payer la maison, il faut payer l'école. C'est difficile. Courant et l'eau, la nourriture, tout ça, ça nous fatigue. Pas facile. Et on a abattu. On souhaite que les ministères pensent aux veuves. Vraiment, c'est difficile pour nous. Elles sont nombreuses, des femmes veuves qui vivent dans des conditions difficiles et même parfois inconfortables. À l'occasion de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année, elles fondent leur espoir dans des actions sociales en leur faveur, surtout pour l'encadrement de leurs enfants, souvent déscolarisés, faute de moyens financiers. Des femmes qui vivent dans des conditions difficiles, des femmes exceptionnelles, il en existe dans pratiquement tous les secteurs d'activité. À Agboville, dans l'Agnébitiassa, Kwa Jeannette est partie de rien. Elle fait des beignets à base de farine et permet à d'autres femmes de les revendre un peu partout dans la ville. Thérèse Boué. Angèle Kwao, c'est cette dame qui, depuis 2002, a lancé le projet de vente en gros et des micros de beignets appelés Boson dans la ville d'Agboville. L'unité de Angèle Kwao emploie 6 personnes à plein temps. Mais que de difficultés pour produire le beignet Boson. Tout commence dès 3 heures du matin par le découpage de la pâte de farine pétrie la veille à Abidjan dans une autre unité
situé à Abobo. L'idéal pour Dame Kwao, avoir sa propre machine à pétrir. Je veux que la personne qui va venir m'aider pour faire en gros, toujours en gros, pour m'aider pour payer les machines, les petites choses. Un cri de cœur en direction des pouvoirs publics, notamment la mairie d'Agboville, qui pourrait soutenir Dame Kwao dans ses activités. Le maire a une politique effectivement pour aider ces femmes. Il est en train de mettre sur pied un fonds pour leur permettre d'agrandir et de pouvoir bénéficier même de crédits au niveau des grandes banques. En attendant, la jeune dame, chef d'entreprise, continuera de faire le trajet Agboville-Abidjan-Agboville pour faire pétrir sa farine et en sortir les fameux beignets bosons. Un travail salué par les revendeuses. Ce qu'elle fait là, nous aussi, on se débrouille, on gagne un peu, nous tous on gagne, donc c'est bien. L'autre avantage des beignets bosons est qu'avec 2 ou 3 boulettes, vous avez votre ration de la journée, avec 100 ou 150 francs à raison de 50 francs l'unité. La Côte d'Ivoire est l'un des rares pays qui a ratifié toutes les conventions internationales régionales relatives à l'égalité entre l'homme et la femme. Le chef de l'État a évoqué un projet de révision constitutionnelle. Le groupement des organisations féminines pour l'égalité homme-femme saisit l'occasion et demande en ce 8 mars plus de textes en faveur des femmes. Reportage. Égalité homme-femme, que faut-il entendre par ce concept de plus en plus présent dans nos sociétés? L'égalité dont nous parlons entre les hommes et les femmes, ce n'est pas une égalité. Une femme ne peut pas être égale à un homme. Même 2 hommes ne peuvent pas être égaux, ni 2 femmes. Nous parlons de l'égalité en droit et de l'égalité dans les faits. Être égaux en droit et en devoir, voilà qui motive le GOF, Groupement des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes, à soutenir le projet de révision constitutionnelle prévu cette année. Cette fêtière d'organisations féminines voit une opportunité d'accélérer l'avènement de l'égalité des sexes en Côte d'Ivoire. D'où la tenue de cet atelier de proposition de contribution au projet de révision de la Constitution. Oui, notre Constitution est en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. L'occasion de sa révision, qui est souhaitée par le président de la République, est une grande opportunité à saisir, car elle nous permettra d'améliorer l'existant en tenant compte des besoins spécifiques de chacun, qu'il soit homme ou femme. Les propositions issues de la rencontre vont être transmises à la commission technique chargée de conduire le processus de révision de la Constitution ivoirienne. Les femmes en Côte d'Ivoire sont nombreuses à exercer dans l'informel et elles sont très peu à avoir accès aux services des banques. L'Organisation des femmes économistes de Côte d'Ivoire veut renverser la tendance. Premier combat, informer les femmes, leur inculquer la notion de bancarisation avec les avantages et les opportunités. Francis Boifo. Les femmes que nous avons avec nous, elles sont souvent dans les champs. Elles ne maîtrisent pas bien le système bancaire. Elles préfèrent garder leur argent sur elles. C'est une des raisons liées au faible taux de bancarisation en Côte d'Ivoire. Il est de 16% selon les statistiques de 2014. L'Organisation des femmes économistes et financiers OFEFSI veut relever ce taux par ce déjeuner débat sur la bancarisation. Ce que nous demandons, c'est de sortir de l'informel pour être dans le secteur formel, pour qu'elles puissent bénéficier de tous les instruments qui existent dans le secteur formel en termes d'instruments financiers pour pouvoir mieux les accompagner. Parce que les banques offrent des garanties de sécurité de leurs avoirs, des garanties de disponibilité de leurs avoirs et également des garanties de rentabilité de leurs différents avoirs par les produits que nous avons. Pour l'OFEFSI, la promotion de la culture bancaire et la lutte contre la pauvreté passe nécessairement par le financement des activités des femmes. À ce déjeuner débat, les femmes ont été invitées à contribuer davantage à l'émergence de la Côte d'Ivoire en créant des activités génératrices de revenus. Sur 800 entreprises créées en 2015, seulement 133 appartiennent aux femmes, selon le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI.
Voilà pour cette lucarne ouverte sur la journée internationale de la femme ce 8 mars. Pour terminer, au Bénin, le pays va vers un second tour après le scrutin présidentiel de ce dimanche. À l'affiche, le chef du gouvernement sortant, Lionel Zinsou, crédité de 28,44% des voix, et l'homme d'affaires Patrice Talon avec 24,80%. Ce sont les grandes tendances publiées par la Commission électorale nationale autonome. Le pays est en attente de la confirmation de ces résultats par la Cour constitutionnelle. Merci de nous suivre sur RTI 1. Très bonne journée à tous, surtout les femmes, en ce 8 mars.